Alors comment se préparer à un ultra trail? Que ce soit pour faire un 60, un 80, un 100, un 160 km, l'UTMB ou même plus, qui est beaucoup de dénivelé, plus de 10 000, ou que ce soit relativement plat, comment est-ce qu'on se prépare? L'objectif de ces vidéos, c'est de voir justement comment on peut faire, d'éclaircir un peu la voie pour y arriver, parce que souvent, et surtout si c'est son premier, on a du mal à savoir dans quelle direction aller. On a beaucoup d'avis extérieurs qui sont parfois contradictoires, beaucoup de sources qui se contredisent, et là l'objectif, c'est de voir qu'il peut exister une méthode, qui n'est pas la seule, mais c'est une proposition cohérente et qui nous permet de structurer son approche pour réussir ces ultras. Dans un ultra, pour commencer, on va sauter dans l'inconnu. Parce que par définition, ce sera une distance et un type d'effort qu'on n'aura jamais produit à l'entraînement. Mais si on saute dans l'inconnu, on n'a pas pour autant envie de s'écraser. Donc voilà à quoi vont servir ces trois vidéos. C'est apporter une certaine cohérence et une méthode pour mettre en place un système pour tenter de maîtriser l'inconnu. Le premier parti pris, c'est de prendre une approche globale de l'athlète, pas simplement ce que vous avez été capable de faire en tant que coureur. Dans une préparation, le plus important, c'est de sortir de l'incertitude. Et il y a trois sujets d'incertitude qui reviennent quasiment tout le temps pour toutes les coureuses et tous les coureurs. La première, c'est est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que je suis ou serais capable? Est-ce que j'en serais capable un jour d'aller chercher ces distances-là? La deuxième, c'est je veux bien accepter l'idée que j'en suis capable, mais est-ce que maintenant, j'y suis prêt? Et quand est-ce que je serai prête ou prêt? La troisième question et la troisième incertitude à lever, c'est finalement que faire? Comment m'entraîner et quoi faire pour y arriver? Quelles choses mettre en place et dans quel ordre pour ne rien oublier et réussir à terminer en se faisant plaisir. Donc du coup, je vous propose une série de 3 vidéos pour répondre à ces 3 questions et pour vous aider à avancer. Dans ces 3 vidéos, ce qu'on va voir, c'est, première vidéo, évaluer ses capacités actuelles. Savoir où on en est vraiment aujourd'hui. Avec quelles qualités, quels acquis on part dans cette quête d'ultra. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mobiliser comme autant de points qui sont déjà forts, construits. Et ça, ces points que vous allez amener dans votre prépa avant même de commencer votre préparation à l'ultra, le point où vous en êtes aujourd'hui, il se limite pas seulement à ce que vous avez fait en course ou sur des trails, loin de là. Ça, on le verra et c'est l'objectif dans cette vidéo. La deuxième vidéo, une fois qu'on aura compris où on en est aujourd'hui, ce sera définir l'objectif et ce qu'on veut réussir à faire. Donc là, on se projette pour analyser et décortiquer l'effort qu'on va devoir produire et déterminer si oui ou non et à quel moment on a le niveau de le terminer en se faisant plaisir, de façon rationnelle. Donc ça, ce sera le thème de la deuxième vidéo, voir où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce que ça nécessite. La troisième vidéo, ce sera comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, de la situation actuelle à la réalisation de notre objectif, qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans sa préparation, une fois qu'on a mesuré la distance qui reste à parcourir, pour combler la différence et réussir à réaliser cette performance. Donc dans la troisième vidéo, on rentrera dans la construction de la préparation et presque même d'un plan d'entraînement. Alors c'est parti. Pour commencer à démystifier, on va dire, l'inatteignable. Et des épreuves qui peuvent paraître, on va dire, obscures ou tellement elles sont longues qu'à un moment donné, on arrête de penser que c'est rationnel et qu'on peut réussir à les maîtriser et qu'il y a forcément une part de rêve, d'inconnu, de mystère. Non. L'ultra, ça peut s'apprendre. Et quand la distance ou le dénivelé peut impressionner, on peut réussir à mettre un système en place pour y arriver. Et c'est beaucoup plus faisable qu'on le pense parfois, et c'est prendre du recul par rapport à notre pratique et à ses préparations. C'est ça que je vous propose. Comme toute méthode, il y a un point de départ. Et savoir d'où on part, où on veut aller, et se donner les moyens entre les deux, essentiel. Pour faire ce que moins de 1% des gens réalisent, des ultras, du moins c'est mon ambition, à travers ces vidéos, mais aussi à travers toute l'entreprise de coaching ultra, de créer un système qui permette de maîtriser ses efforts. Peut-être pour commencer, qui vous dit ça et comment je me situe? Avant tout, je suis un coureur. Je ne suis pas pro, je ne suis pas dans l'élite, loin de là. Moi, ce que je veux faire, c'est me faire plaisir, c'est me découvrir physiquement, mentalement,
découvrir aussi des régions, des pays que je ne connais pas en courant, tout en étant un papa heureux de 3 enfants, avec une vie pro qui est aussi bien remplie. Et du coup, si, oui, j'ai réussi à terminer 2 UTMB, un grand raid, plus d'une vingtaine de fois plus de 80 km, le deuxième UTMB, je l'ai terminé dans les 15 premiers pourcents, c'est pas énorme, je suis pas pro, le trail, c'est pas ma vie, mais c'est comment est-ce que j'arrive à trouver cet équilibre. Euh, c'est ça, c'est depuis cette voie-là que je vous parle, c'est de quelqu'un qui a fait ces trails-là, qui a gardé son équilibre, qui a ensuite pris du recul sur la pratique pour pouvoir la partager avec d'autres coureurs, non seulement à travers ces vidéos, mais aussi à travers des préparations. Et aujourd'hui, j'accompagne des coureurs et des coureuses à se préparer spécifiquement pour des ultras. Et donc, ce que vous allez découvrir dans ces 3 vidéos, c'est à la fois le fruit de cette expérience d'anciens sportifs de haut niveau, de trailer depuis 10 ans, et maintenant de coach ou d'accompagnant de plusieurs dizaines de coureurs, et de voir qu'est-ce qui a marché avec eux et pour eux. Donc voilà un peu pour vous introduire avec quelle approche et comment je me situe par rapport à ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, la voie que je présente, c'est pas la seule pour y arriver. En revanche, celle-là, elle fonctionne, elle permet de se faire plaisir et de progresser en restant équilibré avec sa vie de famille, sa vie professionnelle et y ajouter, voire y inclure, sa vie sportive. L'objectif, c'est de lever le voile et de démystifier ce qu'on disait juste avant pour rendre accessibles ces épreuves ultra longues. Et je suis intimement convaincu que c'est possible, et ça prendra peut-être un peu de temps, de rendre des épreuves de 100 km et plus en montagne aussi accessibles et prévisibles que ce que l'est un marathon aujourd'hui. L'approche pour faire ça, du moins mon approche, c'est une approche qui est à la fois humaine et rationnelle, presque scientifique, pour laquelle il faut être honnête avec soi-même, honnête avec son corps, honnête avec les épreuves qu'on contemple, et faire preuve de beaucoup d'humilité pour pouvoir les réussir. Hyper important aussi, c'est que si on fait ça, on aura toujours en tête dans notre préparation de 1. Prendre plaisir, sans jamais devenir professionnel, donc en gardant son équilibre vie pro, vie perso, vie sportive. Tout ça doit rester simple. Ce qui ne veut pas dire que ce sera toujours facile. Donc on doit comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et ça doit rester simple. C'est un effort on ne peut plus naturel que celui de l'ultra et de la course. Donc ça doit rester simple, même si c'est pas facile, parce que derrière, il faut quand même mouiller le maillot, il faut les faire, ces heures à l'entraînement, il faut les réaliser, tous ces kilomètres, tous ces dénivelés. Donc ça reste simple, ce qui ne veut pas dire que c'est facile. Ça doit toujours rester bienveillant vis-à-vis de soi, mais aussi dans l'approche. Et donc c'est parti pour savoir, dans un premier temps, d'où on part dans sa préparation d'ultra. La première chose, et on va commencer par le plus facile, c'est de lister la distance maximum que vous avez déjà courue. La plus grande distance, suivie des 4 distances immédiatement suivantes, les plus longues que vous avez déjà courues. Ensuite, le dénivelé maximum que vous avez déjà couru. Le plus gros dénivelé sur un même effort, suivi des 4 dénivelés d'après. On n'est pas obligé d'ailleurs d'avoir en distance numéro 1 le dénivelé qui correspondait à cette distance qu'on a fait. Il se peut que vous ayez fait une distance, je ne sais pas, de 170 km avec 4000 de D+, et que le dénivelé max sur une autre course qui faisait peut-être 50 km, vous avez fait 4000 ou 5000 de D+. Bah, du coup, en dénivelé perf numéro 1, ce sera sur un même effort, même s'il était plus court en distance, le dénivelé maximum. Donc listez distance, dénivelé et durée de la course ou l'effort le plus long que vous ayez fait, suivi des 4 autres efforts immédiatement suivants. Pourquoi est-ce qu'on prend ces 5 données ? Parce qu'il y a à la fois de l'information sur votre niveau, sur ce que vous avez fait une fois, sur votre meilleure performance. Mais il y a aussi de l'information sur la moyenne des 5 plus grandes performances que vous ayez déjà réalisées. Parce que cette moyenne des 5 performances, c'est un peu votre zone de confort, entre guillemets. C'est ce que vous savez, ou du moins vous avez de bonnes chances de pouvoir répéter parce que vous commencez à maîtriser ces distances-là. Donc la meilleure perf, c'est pour savoir où est-ce que vous êtes déjà allé au maximum, et les 4 autres et la moyenne des 5, c'est pour déterminer votre zone de confort. Donc là, je vous introduis un petit document support, donc vous avez le lien juste en dessous. Si vous voulez vous créer votre propre version, une fois que vous cliquez sur le lien et que vous êtes login sur Google, vous faites juste fichier, créer une copie.
Vous nommez le fichier comme vous voulez, et ensuite ce sera le vôtre. Et il n'y a que vous qui y aurez accès, pas moi. Donc sur ce fichier-là, vous retrouverez les informations que je viens de vous mentionner. Et là, je vous ai mis, pour moi et à la date d'aujourd'hui, justement ces performances en termes de distance, dénivelé et durée d'effort, pour moi, dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, lesquelles elles sont. Et d'ailleurs, vous voyez que les 11 000 de D+, je les ai fait sur une distance de 144 km et que ça m'a mis 38 heures. Et donc dans la distance parcourue, cette même épreuve, elle arrive en numéro 5, les 144, le dénivelé, il arrive en numéro 1, et la durée d'effort, elle arrive en numéro 2. Donc voilà, pour vous introduire ce document support qui nous suivra pendant les 3 vidéos. C'est simplement pour que ce soit plus clair et plus transposable facilement pour vous si vous voulez adopter ce début de méthode. Donc voilà juste un exemple. Je vous ai montré comment il fonctionne, comment vous pouvez créer votre propre version de travail. Le lien, encore une fois, est juste sous la vidéo. Une fois que vous avez listé ça, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans une préparation à l'ultra pour évaluer son niveau actuel. Et pour moi, ces éléments-là, ils sont surtout avant de se lancer dans un premier ultra, au moins aussi importants, voire beaucoup plus utiles que d'autres paramètres comme votre volume d'entraînement à un instant T ou comme votre charge de travail basket au pied. Parce que l'ultra, c'est pas qu'un effort athlétique. Et là, quand on dit ça, on commence à lever le voile sur une approche qui est un peu différente. Ou du moins, l'ultra, moi je ne le vois pas comme le prolongement, on va dire, de l'athlétisme classique ou de la courte distance, voire du demi-fond. C'est une épreuve à part. C'est presque un autre sport. Et de mon expérience, à la fois de coureur et de celle de toutes les personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne encore, il y a autre chose qui rentre en compte pour réussir des ultras, et spécifiquement des ultras. Et d'ailleurs, pour moi, ces autres paramètres, c'est un peu ce qui fait le sel de l'ultra et ce qui différencie la discipline d'autres types de courses, et notamment de courses sur route ou de courses un peu plus courtes. C'est une épreuve différente de simplement allonger les distances. Si je fais 2 parallèles, pour moi, il y a la même différence entre l'ultra en montagne et le demi-fond ou le fond sur du plat. Il y a au moins autant de différence qu'entre la Formule 1 et le rallye raid dans le sport automobile. Au moins autant de différence entre l'ultra en montagne et la course sur route ou plat jusqu'à 42 km que entre faire du catamaran de plage et faire de la course au large, de la transatlantique ou du tour du monde à la voile. On l'oublie trop souvent dans une préparation, on va dire, classique. Et souvent, on a l'impression que c'est juste le prolongement de ce qu'on est capable de faire sur cours. Non, là, si je veux vous transmettre une idée, une préparation à l'ultra, on peut l'aborder différemment de simplement allonger les distances ou prolonger une prépa sur distance courte. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça inclut en plus, on va dire, l'ultra? Et là, je voudrais introduire la notion d'un triptyque pour se préparer. Et je dis bien préparer et pas s'entraîner simplement. On y reviendra plus tard, et notamment dans la 3e vidéo. Certes, le physique et la construction de son corps, ce qui correspond grosso modo à l'entraînement, c'est hyper important. Mais c'est qu'un pilier parmi 3 pour réussir et maîtriser la distance et les ultras. Pour l'ultra-endurance, il y a à mon sens au moins 2 autres piliers. Le premier, c'est le mental. Et le deuxième, c'est la gestion de course. C'est 2 paramètres qui sont spécifiques à de la longue distance, en montagne ou avec du dénivelé, quand on va perdre des repères, quand on va devoir mettre une implication totale de sa personne pour aller réussir ces courses-là. Et donc si on commence par l'aspect physique, de qu'est-ce qu'il y a en dehors de ce que vous savez déjà courir et qui entre en compte dans une préparation à l'ultra, la première chose c'est est-ce que vous pratiquez d'autres sports en ce moment et au moment où vous commencez votre prépa? Si oui, lesquels et à raison de combien d'heures par semaine? Et pour moi, une activité sportive autre que la course, elle commence à être significative et à vous donner des avantages dans votre préparation à l'ultra quand vous en faites au moins une fois par semaine pendant assez longtemps, de façon régulière depuis plusieurs mois. Le deuxième aspect pour cette préparation physique qui peut rentrer en compte, c'est est-ce que vous avez pratiqué d'autres sports ou activités physiques, y compris il y a longtemps, que vous ne faites plus forcément aujourd'hui, mais notamment étant jeune ou adolescent, jusqu'à vos 30 ans par exemple, est-ce que vous avez pratiqué d'autres activités physiques de manière significative? J'entends par significative plusieurs années avec un ou plusieurs entraînements par semaine. Donc là, on ne parle pas d'être champion du monde, hein.
mais simplement d'avoir inscrit dans le corps des aptitudes grâce à des stimuli qui sont répétés pendant des années de façon régulière et qui sont quand même assez fortes. Si on le structure, qu'est-ce qui est intéressant à prendre en compte et qu'est-ce que ça peut avoir fait sur votre corps, en quoi ça peut vous donner des avantages dans une préparation d'ultra, ces autres activités. Ils peuvent vous apporter plusieurs éléments que vous allez solliciter et devoir mobiliser en ultra sur la force, l'intensité et l'endurance. L'idée, c'est de comprendre que ces activités, elles peuvent vous apporter sur un ou plusieurs de ces 3 paramètres déjà des qualités et des acquis qui ne sera pas forcément nécessaire de reprendre ou de retravailler pendant une prépa pour gagner du temps et aller se fortifier sur des choses sur lesquelles vous êtes beaucoup moins fort. Le premier aspect, c'est la force. Ce que j'entends par force, c'est est-ce que vous avez pratiqué des activités où l'effort musculaire, vraiment musculairement, il est supérieur en force que vous allez et en contrainte que vous appliquez sur les muscles à celui que vous avez dans une course, on va dire un rythme de footing à votre allure, sans chômer, mais non plus sans être dans le rouge, donc à votre allure fondamentale. Sortie de footing, est-ce que vous avez déjà pratiqué des activités physiques avec une intensité en force qui est supérieure? Et là, par exemple, si vous avez fait du foot, des sports collectifs, du handball, du basketball, du badminton, du squash, des sports de raquettes, du tennis, etc., est-ce que vous avez déjà pratiqué des activités qui, en termes de force, vous sollicitez beaucoup plus que la course? Le deuxième paramètre, c'est l'intensité. Et là, on peut faire le raccourci vers du cardio. Est-ce que vous avez déjà pratiqué des activités où votre cœur, il allait plus haut et où il était beaucoup plus cardio que ce que vous avez dans un footing classique? Et ça, je sais pas, la boxe, le hockey sur glace, encore une fois le badminton, le crossfit, les sports collectifs, le water polo, etc. Tout ça, c'est des sports dans lesquels, sur des phases de temps assez courtes pour certains, vous avez une intensité et une demande cardio qui est bien plus élevée que ce que vous allez retrouver en course. Et enfin, le troisième paramètre, c'est l'endurance. Donc, est-ce que vous avez déjà eu des activités physiques pendant lesquelles vous avez passé des heures dehors à faire des efforts, que ce soit en triathlon ou distance Ironman ou longue distance, que ce soit en randonnée, que ce soit en alpinisme, que ce soit en stage commando avec l'armée, que sais-je. Bref, est-ce que sur ces 3 paramètres que sont force, intensité et endurance, vous avez à l'heure actuelle, ou vous avez eu pendant plusieurs années par le passé, des activités répétées et qui ont forgé votre corps? Donc, je vous propose de lister avec une méthode, et je vous partage le template dans le slide d'après, lister ces efforts-là en mettant une note de 2 quand vous êtes allé chercher sur un des 3 paramètres plus que simplement ce que demande la course, et une note de 3 quand vraiment vous avez passé un cap, c'est-à-dire que oui, vous avez sollicité plus, mais vous êtes allé chercher assez loin dans la pratique d'un sport pendant plusieurs années ou plusieurs fois par semaine, et vraiment avec une force et une intensité bien supérieures à celles que vous avez en course de façon classique. Et donc voilà à quoi ça peut ressembler. Et là, pareil, je vous mets un exemple. Donc à date, on voit les activités force, intensité, endurance. Donc c'est les lignes 3 à 6. À chaque fois, je vous propose de lister au maximum 3 activités qui sont les 3 activités les plus significatives que vous allez avoir pour chacun des critères. Il se peut que vous n'en ayez pas. Il se peut que vous en ayez une, deux ou trois. Et du coup, après, ça vous donne en dernière colonne un total de, on va dire, nombre de points en plus de simplement ce que vous avez fait avec des baskets qui est dans le premier tableau. Donc là, par exemple, là j'ai repris mon exemple pour pouvoir vous donner quelque chose de concret. Donc moi, en force, le badminton, je l'ai pratiqué à haut niveau pendant plus de 10 ans. Et donc en termes de force, parce qu'il y avait des fentes, parce qu'il y avait des sauts, des déplacements très rapides dans les 3 dimensions de façon intense et répétée jusqu'à 5 fois par semaine pendant presque 10 ans, ça m'a apporté en termes de force, j'ai mis 3 sur ce critère-là. En termes d'intensité, pareil, on retrouve le badminton, qui est quand même un des, je crois, des 3 sports les plus cardiaques avec le squash et avec le hockey sur glace. Donc en termes d'intensité, ma pratique du badminton pendant 10 ans était de niveau 3 et a construit mon corps. Ensuite, la boxe, que j'ai fait, alors ça, pendant juste 2 ou 3 ans, et du coup, juste 1 ou 2 fois par semaine. Donc c'est pour ça que là, on n'est pas dans l'ordre du 3. Oui, c'est une activité qui est, en termes d'intensité et de cardio, plus importante que le trail et la course. Donc c'est pour ça qu'elle figure ici, parce que je l'ai eu de façon répétée pendant 2 ans et régulière pendant 1 fois par semaine. Par contre, c'est juste 2 et pas 3. Et en termes d'activité d'endurance, aujourd'hui,
À part les ultras que j'ai pu faire par le passé, et qui sont pour les 5 plus gros dans le tableau juste au-dessus, j'ai rien en termes d'activité d'endurance. Donc en termes d'ultra, j'ai mis 3, mais c'est tout. Déjà, quand vous avez fait ça, vous avez un meilleur aperçu de ce que votre corps a déjà réalisé, ce sur quoi il s'est déjà entraîné, et qui va vous donner au moins autant d'avantages pour vous lancer dans un ultra que ce que vous avez fait avec des baskets et votre temps par exemple au 10 km ou votre VMA, etc. Et surtout pour vos premiers ultras, c'est déjà 50% du chemin et de la préparation physique qui est des fois déjà faite ou mobilisable, et du moins il faut voir comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser ensuite, mais du moins c'est déjà là et votre corps a déjà été en partie construit. Là on vient de parler de la partie physique, la première partie du triptyque. Ensuite on se souvient qu'il y a la partie mentale et il y a la partie gestion de course. Sur la partie mentale, parfois on utilise le mot préparation mentale et une fois qu'on l'a lâché, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, c'est un peu le gros mot, mais on a compris l'idée. Là je vous propose d'aller un peu plus loin pour voir ce qu'on entend derrière le mental qui vraiment va servir en ultra. Et pour moi il y a 2 dimensions qui sont importantes. La première c'est la dimension du dépassement de soi. Ce que j'entends par dépassement de soi, c'est la capacité sur une épreuve, le jour J, à se mobiliser et à mobiliser plus que la moyenne des ressources, mais vraiment d'aller tout mettre en œuvre et d'être capable de concentrer ses forces et de donner le meilleur de soi-même à un instant T. Et ça, notamment par le passé et dans les activités physiques ou même les activités, on va dire, mentales et purement cérébrales que vous avez pu faire et mettre en place au cours de votre vie, ça peut vous aider. Je vous cite des exemples de qu'est-ce qui permet, on va dire, d'attester ou du moins de faire preuve d'une capacité au dépassement de soi. Ça peut être le fait d'enchaîner et d'avoir fait des compétitions sportives, d'avoir fait des concours, aussi des examens. Est-ce que, notamment pour vous mesdames, est-ce que vous avez déjà donné naissance? C'est un moment où physiquement et mentalement, il faut être quand même très présent et c'est une épreuve. Si vous êtes musicien, que vous avez fait des concerts, que vous avez fait des performances live, etc., que vous faites des auditions, je ne sais pas, vous êtes dans la justice et il y a des moments où on plaide, où on passe sur le grill, entre guillemets, où on passe des oraux qui sont assez importants. Donc cette capacité à mobiliser le meilleur de vous-même et de vos ressources à un instant T pour une performance. Ça, pour moi, c'est le dépassement de soi. La deuxième qualité mentale qu'on va pouvoir utiliser dans l'ultra, c'est la résilience. Et pour moi, la résilience, on peut la définir comme de façon régulière et avec constance, vous avez été capable d'être sous tension et d'avoir un effort long pour atteindre un objectif. Et ça, derrière, il peut y avoir plein d'idées. Si par exemple, vous avez fait une reconversion professionnelle, si vous avez eu un diplôme, si vous avez au travail des périodes où ça a été très intense pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, ou sur un type de poste, ou quand vous avez pris un poste, vous avez dû vous adapter, vous avez dû changer, si vous avez eu une maladie longue ou un accident grave avec une période de rééducation, etc. Si vous êtes aidant ou si vous avez été aidant pour quelqu'un de proche pendant des mois ou des années, mesdames, encore une fois, si vous avez une grossesse, plusieurs grossesses, ou si vous êtes des parents et que vos enfants, pendant des mois, surtout au début, ont mal dormi, peu dormi ou de façon très irrégulière, du coup, tout ça, ça a été des périodes de vie assez longues, de plusieurs semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années, pendant lesquelles vous avez été dans une certaine exigence, une certaine tension un peu latente et prolongée, et où vous avez tenu, et où vous avez développé des mécanismes de résilience. Donc ça, pour moi, hyper important, et ça va énormément vous servir dans l'ultra, la capacité au dépassement de soi et la capacité à la résilience. Pour pouvoir, pareil, les prendre en compte et rationaliser et un peu mettre une approche un peu plus mesurée et scientifique derrière ça, ce que je vous propose, c'est de lister au maximum 3 événements. Il peut y en avoir 0, 1, 2 ou plus, mais de se limiter à 3, les 3 plus significatifs, dans chacune des catégories, donc pour le dépassement de soi, pour la résilience, et ensuite pour la gestion. Et donc ça, c'est la dernière partie, c'est la gestion d'un effort. Là, c'est encore un paramètre différent. C'est est-ce que vous avez été confronté à des événements qui vous ont impliqué à la fois physiquement et mentalement pendant plus de 8 ou 10 heures, avec possiblement une nuit dehors,
où vous avez dû gérer votre alimentation, votre sommeil en même temps que votre effort. Et là, c'est beaucoup plus si vous avez fait des randos sur plusieurs jours, si vous avez fait de l'alpinisme sur plusieurs jours, encore une fois des stages commando, l'armée ou un Ironman, par exemple, ou du moins un triathlon qui a duré plus de 8-10 heures pour vous. Donc, on reprend notre tableau, et là, on va ajouter les lignes 6 à 9, dépassement de soi, résilience et gestion. Le principe est le même que pour les activités force, intensité et endurance. On met 2 quand c'est quelque chose de supérieur à nos footings et à notre pratique, on va dire, régulière de la courte ou de la moyenne distance. Et on va mettre 3 quand c'est une activité qui est très significative et qui nous a vraiment construit sur un des paramètres. Donc là, pareil, pour vous donner un exemple concret, et pas pour faire le malin, encore une fois, ou pour être jugé ou autre chose, mais simplement pour vous montrer comment ça peut se traduire concrètement. Pour moi, dans dépassement de soi, effectivement, toute ma jeunesse est dans le sport à haut niveau en badminton, beaucoup de compétitions répétées, dans lesquelles il fallait être capable de mobiliser 100% de ses capacités physiques et intellectuelles pour pouvoir gagner. Et donc c'est pour ça que j'ai mis 3. Après, pendant 2 ans, j'ai préparé un concours pendant mes études. Et du coup, pendant 2 ans, le moment du concours, ça a été rassembler toute cette connaissance acquise pendant les 2 dernières années, mais aussi bien avant, et être capable de les mobiliser spécifiquement pour l'épreuve le jour J. Donc c'est pour ça que ce concours, pour moi, assez important. Et j'ai mis 3 aussi. Et après, en termes de résilience, les enfants, surtout 3 en bas âge, en moins de 4 ans, apportent 3 en termes de résilience, parce que en fait, les enfants, vous avez tous les jours, vous les avez tous les jours, toutes les nuits, et du coup, en être responsable et être sous une sorte de tension, on va dire, prolongée, où vous devez être sur le pont et mobilisable et quasiment 24/7, j'ai mis 3 sur les enfants, et merci à eux. Deuxième, c'est la pression professionnelle, où pendant quelques périodes, de 18 mois à 2 ans, il a fallu beaucoup de données, il y avait beaucoup de responsabilités, y compris managériales, de la pression, du moins je l'ai ressenti comme tel. Et donc c'est pour ça que j'ai mis en termes d'apport 2. Et après, c'était la préparation au concours pendant 2 ans, où il a fallu faire preuve de résilience, parce que c'était quand même un rythme très intense, parce qu'il y avait de l'incertitude derrière sur le jour J, est-ce que je vais être capable de me mobiliser, et est-ce que finalement tout ce que je fais au quotidien pendant ces 2 ans de préparation va me servir ou pas. Donc en termes de résilience, ça m'a apporté aussi. Et enfin, en termes de gestion, pour moi, il n'y avait rien avant l'ultra. J'avais jamais fait d'efforts prolongés, encore moins dehors. Donc c'est pour ça qu'à part l'ultra, j'ai rien du tout. Donc normalement maintenant, et encore une fois avec le document que je vous propose au lien ci-dessous, mais que vous pouvez tout à fait écrire à la main autrement, vous devez avoir maintenant vos 9 lignes avec un total de points à droite qui ici est de 27. Là vous obtenez un beau tableau avec une vue complète de ce avec quoi vous partez avant de commencer un ultra et qui va vous servir pour réussir à passer la ligne d'arrivée. Et on le voit et même graphiquement, je voulais le représenter en termes de nombre de lignes et de place que ça prend, même visuellement sur la slide. En fait, ce que vous avez déjà fait en course, c'est moins important, et encore plus si c'est votre premier ou si c'est vos premiers ultras, que la totalité de ce qui fait votre personne et de la personne qui va réellement se mettre sur une ligne de départ, et qu'est-ce que cette personne va utiliser pendant toute la durée de l'épreuve. Donc vraiment, ce que vous avez fait avec des baskets, c'est important, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de qui vous êtes vraiment et de ce avec quoi vous abordez une épreuve. Là, je vous ai mis à titre d'exemple, moi, avant, où est-ce que j'en étais avant mon premier ultra. C'est-à-dire que dans ma première saison de trail, du coup en mars, j'ai fini un 42 avec 1007 de D+, ça m'a mis un peu plus de 5 heures. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé, il y a plus de 10 ans, ma première préparation à l'ultra. Et j'avais pour objectif, 6 mois après avoir fait ce 42 avec 1007 de dénivelé, de finir un 145 avec 11 000 de D+, l'échappée belle. Et donc, je vous ai mis, au moment où j'ai commencé cette préparation, donc 6 mois avant de tenter un 145 avec 11 000 de D+, où est-ce que j'en étais. Et à l'époque, j'avais fait donc, ce premier maratrail, un marathon sur route, un semi-marathon sur route, et ensuite un 20 km et un 15 km avec un peu de dénivelé à l'entraînement. Donc j'avais fait que ça. À l'époque, j'avais fait du badminton, certes, parce que c'était avant et plus jeune et ado, mais j'avais pas encore fait de boxe, j'avais jamais fait d'ultra et d'activité d'endurance, j'avais jamais fait de gestion, j'étais pas encore dans le monde du travail, j'avais pas encore d'enfants. Donc en fait, à part ma préparation au concours et mes compétitions de badminton, j'avais rien. Et donc mon total était, on va dire, à 14, quand maintenant il est à 27. Donc en fait, tout ça pour réaliser
que, et cet exemple-là, sur cette slide-là, l'objectif c'est de voir que quand vous avez pour objectif 6 mois après de faire un 145 avec 11 000 de D+, et de le réussir, en fait vous pouvez partir de, on va dire, beaucoup plus loin. Et même vous pouvez encore partir de plus loin que ce qu'il y a ici. Mais simplement pour vous dire que pour réussir ce 145 et 11 000 D+, 6 mois après la situation que j'ai analysée comme telle, c'était beaucoup plus important ce que j'étais capable de mobiliser de ce que j'avais fait avant dans d'autres activités que l'ultra, et qui m'ont servi le jour où il a fallu terminer ce 145. Donc ça, vous ne l'entendrez pas partout. Et ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi ou partir de rien pour se lancer dans un ultra. Et ce n'est pas une promesse pour vous dire dans 6 mois, vous allez être capable de faire 145 km avec 11 000 de D+, et tout le monde peut le faire. Ça veut juste dire que si on prend une approche rationnelle, si on sait effectivement ce que va mobiliser cet effort d'ultra, on peut arriver à mieux se connaître ce que demande l'ultra, et se savoir mieux armé que simplement le nombre d'heures qu'on a passé en course ou avec un dossard. On est plus que des heures de course au moment où on aborde l'ultra. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette première vidéo. Pour moi, l'objectif, c'était de rationaliser. Et rationaliser, c'est vraiment le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire au moment d'aborder ces épreuves un peu mythiques, ou du moins c'est un bloc parce qu'on n'arrive pas à passer au-delà de ok, je vais faire, où on me propose de faire 120 avec 8000 de D+, waouh. Non, on peut rationaliser et aller creuser derrière sur où est-ce qu'on en est vraiment, même si c'est dur, parce que plusieurs choses qui viennent de l'extérieur. On a tous l'exemple de celui ou celle où on a l'impression qu'il ne s'entraîne pas, et pourtant qui claque en course un 80, un 120 km, alors qu'il est, on va dire, jamais à l'entraînement, ou qu'on a l'impression qu'il est hyper facile et qu'il ne s'entraîne pas. Je vous mets au doute, je vous mets au défi de faire cet exercice-là et de voir en dehors du nombre d'entraînements qu'il a ou qu'elle a, cette personne, de voir est-ce que, en termes de dépassement de soi, de résilience, il n'y a pas d'autres facteurs qui entrent en compte et qui lui donnent beaucoup de points, on va dire, en bas, pour aller réussir derrière ces défis-là, sans apparemment avoir trop d'entraînement basket au pied. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement prêt et qui est capable de mobiliser ce qu'il a appris ailleurs le jour J. L'autre exemple, donc il n'y a pas de secret. Rationaliser parce que, un, il n'y a pas de secret, et deux, il ne faut pas non plus se laisser avoir par des croyances limitantes. Ou souvent, à l'inverse de celui qui ne s'entraîne pas et qui claque des 80, des 120 sans problème, il y a l'ami coureur au club ou qu'on connaît, qui va toujours nous dire t'es pas prêt, ou t'as pas fait assez de volume, ou en fait c'est illusoire pour toi de te lancer sur telle épreuve parce que t'as pas le niveau, et parce que t'as pas le volume, et parce que t'as pas l'entraînement. Souvent il dit ça, ou alors il le dit clairement, ou alors c'est l'interprétation qu'on va faire de lui, son niveau d'entraînement et sa charge d'entraînement qu'on connaît de l'extérieur, et de se dire en effet miroir, non, j'en ai même pas la moitié de ce que lui a, donc en fait je suis pas du tout au niveau. Non, on ne se positionne pas par rapport à un volume d'entraînement qu'on interprète, et on sort de croyances limitantes de ce qu'on entend de l'extérieur quand on commence à rationaliser. Et là, l'objectif de cette première vidéo, c'était de vous montrer des paramètres concrets pour savoir d'où on part vraiment et enlever l'héritage de potentielles barrières psychologiques qui nous viennent de l'extérieur. Abandonnons ces croyances limitantes, et cet exercice, il est fait pour pouvoir s'en détacher. Parce que finalement, l'ultra, c'est une épreuve où vous allez devoir vous aligner avec vous-même. On ne peut pas se mentir en ultra. On va chercher tellement loin, physiquement, mentalement, on va tellement se dépasser, on a besoin d'une implication totale, un engagement total, on y va avec tout son être, que du coup il faut forcément être aligné avec soi-même, et on va mobiliser plus que simplement une capacité physique des mollets et des cuisses pour aller chercher la distance. Donc plus on va être aligné avec soi-même parce qu'on va s'engager totalement dans cette épreuve, et plus on a de chances de le terminer. Et donc pour savoir et pour évaluer son niveau réel et savoir avec quelle qualité et quelle base on part, l'exercice qu'on vient de faire, il est hyper important. Donc pour conclure cette vidéo, j'espère que maintenant vous savez un peu plus rationnellement d'où vous partez réellement dans votre préparation, où est-ce que vous en êtes, et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à ce stade-là, pour ne pas rester dans des illusions, pas rester dans des incertitudes, qu'elles soient positives comme négatives, et déjà de faire ça, vous êtes en chemin et vous êtes déjà mieux armé pour réussir votre objectif. Maintenant justement,
je vous propose de passer à la deuxième vidéo où on va passer du temps à analyser l'objectif, à décortiquer ce qu'il demande réellement, ce qu'il ne demande pas aussi comme niveau pour être atteint et pour franchir la ligne d'arrivée en se faisant plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire être capable de faire 10 000 mètres de D+? Qu'est-ce que ça veut dire être capable de faire 100 km? On voit ça dans la deuxième vidéo.